Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Hoop Culture. Comme vous en avez désormais l'habitude, je suis rejoint par mon camarade Pierre-Armand Samama. Comment ça va Pierre? Ça va super. Ravi qu'on soit de nouveau ensemble pour parler de culture, de hoop et de plein d'autres choses. Je suis bouillantissime, mon ami. Bah oui, d'autant que faut quand même rappeler là, ça fait déjà 2 semaines maintenant en plus que tu as repris l'émission Hangtime Radio Show, si je me trompe pas, avec toute l'équipe. Cette semaine, vous aviez même des invités de prestige dans l'émission. Ouais, on a fait une première émission avec nos parrains. Chaque année, on a des parrains dans l'émission. Alors, ça a été un petit peu comme la hoop culture, très très large. On a eu comme parrain Gilles Peterson, José James, Alice Russell, Fat Freddy's Drop. Voilà, tous ces gens-là. Euh, Plus récemment, on était plus sur du parrain francophone. On était avec Sly Johnson, que tu connais bien, du Saiyan Super Crew, avec Temetan, La Chica. L'année dernière, c'était Art of Tones, et Lorca, une légende de la French Touch sur le label FCOM à l'époque de Laurent Garnier. Et cette année, nos parrains sont Soulance, un duo français fait de Fulgence, producteur électronique, et de souliste DJ émérite. Si vous êtes parisien, vous le connaissez forcément avec les soirées What the Funk et animateur radio également de son état. Et donc, cette année, c'est eux nos parrains. Voilà. Et puis, on démarre la saison tranquillement. La semaine prochaine, on aura un rappeur que tu aimes sûrement, Théo. Il s'appelle Benjamin Epps. Ce sera notre invité. Donc, voilà, on continue tranquillement notre bonhomme de chemin. Bon bah super, et pour ceux qui sont pas sur Marseille et qui voudraient écouter l'émission, tu peux peut-être rappeler où est-ce qu'on peut trouver tout ça? C'est pas possible. C'est C'est bien Marseille ou possible. rien. On est sur la FM à Marseille 88.8 pour les Marseillais qui nous connaissent et bien sûr radiogrenouille.com tout attaché, donc de manière worldwide. Voilà, bon bah super, écoute, je vous invite en tout cas à aller écouter l'émission de Pierre et de toute l'équipe là, Bien Hangtime, sûr. c'est vraiment un super rendez-vous chaque semaine. Nous, de notre côté, pour parler Hoop Culture, voilà, on a décidé d'ouvrir un thème sur lequel je pense qu'on aura l'occasion de revenir à de nombreuses reprises, Pierre, parce que c'est un thème qui est très large, c'est celui des Game Changers, donc bah, ces personnes, ces personnalités, que ce soit dans le basket ou autre, qui ont vraiment changé la donne de manière irrémédiable. Voilà, c'est toi, d'ailleurs, faut le dire, c'est toi qui avais eu cette idée de thème pour ce numéro 3 du podcast Hoop Culture, Pierre. Mm. Comment t'es venu cette idée là pour nous lancer là-dessus? Bah, parce que c'est quelque chose dont on parle souvent, tout simplement, ce côté game changer, les gens qui changent le jeu, les gens qui changent la donne, tout simplement, hein. Au-delà du jeu de basket en soi, c'est surtout c'est les gens qui peuvent rendre une œuvre ou par un simple fait modifier considérablement le paysage de leur discipline. Elle peut être sportive, elle peut être musicale, elle peut être visuelle, elle peut être sur plein de points. D'ailleurs, on va balayer, comme vous en avez l'habitude maintenant, un large panel. Donc voilà, c'était personnage, œuvre, film, pourquoi pas, mais quelque chose qui nous a, nous en tout cas, marqué et qui a changé peut-être, on dit game changer, mais peut-être life changer également. Peut-être pour toi, Théo, il y a des choses qui t'ont modifié considérablement ta vision sur des catégories entières. Ouais, bah, carrément. Alors, je sais pas comment tu veux partir parce que c'est vrai, voilà. Bien sûr, on va parler de basket, mais on va pas parler que du terrain. Il y a des aspects culturels qui sont hyper intéressants à creuser de ce côté-là. Bien sûr. Toi, du coup, quand tu réfléchissais un petit peu, que tu préparais l'émission d'aujourd'hui, quel est le premier nom qui t'est venu en tête? T'as pensé à qui instantanément? Alors, si je te la fais comme le font Thomas et Erwan de la First Team, je suis né le 22 septembre 1942. On va voir si D'accord. j'ai J'aime faire le étudié, quiz, là, je perds à chaque fois, là, c'est pas la, c'est pas la peine. Tu me rappelles des mauvais souvenirs et étudié des traumas, là. l'Université de Columbia. J'ai officié dans la Ligue de 1984 à 2014. Je suis Hall of Famer et j'ai changé complètement le jeu du basketball de manière globale. Jusqu'en 2014. Ça, hein, tu m'as dit 84-2014. Ouais, Ah, oui, alors je vois, je vois. Alors je tente ma chance? vas-y, je t'en Allez, prie. David Stern. David Stern, évidemment, quand on parle de game changer dans notre sport, qui mieux que David Stern, un personnage qui a modifié le paysage au niveau commercial, bien sûr, mais au niveau global. L'arrivée de la Dream Team, les droits télé qui ont été renégociés dans le monde entier. Voilà, donc avant de passer la main à Adam Silver, donc un personnage incroyable qui a nettoyé la ligue à sa manière de sa violence, de la drogue, de tout ce qu'il y avait, qui a créé une narration incroyable autour des rivalités Magic Johnson, Larry Bird. Alors certes, il a eu une génération incroyable qui est arrivée, qui lui a permis de faire ça, mais quel visionnaire fou et vraiment
voilà, on parle de game changer. Pour nous, je pense que David Stern a totalement modifié notre manière de voir et de consommer le basket. Ouais, bah t'as complètement raison. D'ailleurs, le terme visionnaire, je pense, est pas surfait hein, quand on parle de Stern. C'est ce qui revient souvent quand les gens parlent de lui. Alors, un mec quand même vraiment intéressant, un avocat de métier, puis avec souvent ce sourire et ce physique où tu te dis, bon, bah, de loin, tu as l'impression qu'il est pas charismatique ou que c'est juste, voilà, que c'est juste un mec comme ça. Et en fait, charisme énorme, un mec qui savait serrer la vis comme personne derrière. Ceux qui ont été convoqués dans son bureau pour se prendre des coups de pression après des exactions sont les premiers à reconnaître, voilà, et à témoigner du fait que c'était pas du tout un gars avec qui on pouvait rigoler, qu'on pouvait impressionner facilement. Et tu as tout à fait raison, il a façonné la ligue, il a été visionnaire dans. On parle de la Dream Team, alors c'est vrai qu'il n'était pas patron de Team USA, mais c'est vraiment, il a œuvré en coulisses, Bien sûr. il a poussé pour que bah, la fameuse Dream Team de 92 puisse se monter et fasse la promotion de la NBA à travers le monde. Et on sait quel déclic ça a été pour la planète basket, tout simplement. Donc, effectivement, c'est sûr que la Ligue, quand on voit à quel point la NBA est devenue aujourd'hui une entité reconnaissable partout à travers la planète et une des ligues les plus voilà, qui fonctionne le mieux, c'est clairement sous l'impact et l'impulsion de David Stern, même si, comme tu disais, ben, ça a coïncidé avec l'arrivée en 84 de Jordan, voilà le fait qu'il y avait tout un tas de stars qui ont permis à la NBA de montrer un beau produit, mais effectivement, c'est clairement lui qui a permis tout ça. Voilà, le capitaine du navire, tout simplement, d'un navire à la dérive à l'époque, qui a su relancer la chose. Alors, c'est marrant, tu parlais du personnage peu charismatique, mais je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une image d'une bagarre à Chicago, New York, il me semble, c'est 84, où il y a une bonne baston un peu plus tard, et il y a une image bloquée sur lui en playoff, et on le voit, il regarde le parquet, et on sent que, on sent que ça va pleuvoir, les amendes, ça va être galère pour les joueurs. Il est aussi là au moment de la fameuse bagarre Malice at the Palace. Et bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées aujourd'hui. Je suis même pas certain que, par exemple, Ja Morant n'aurait pas été suspendu toute une année sous David Stern, au-delà de la clémence d'Adam Silver sur certains points, même si 25 et quelques matchs, c'est déjà pas mal. Mais je pense qu'il aurait encore moins laissé passer la chose, David Stern. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, bah c'est possible. Après, c'est vrai qu'il a opéré, même s'il a été, sur la fin, il y avait déjà l'importance des réseaux sociaux, et puis il y avait ce fameux Players Empowerment qui avait commencé à prendre de la place sur la fin de son mandat. Mais c'est vrai qu'il a aussi œuvré à une époque où, en gros, il pouvait régner vraiment de main de maître et avec un point de fer dans un gant de velours, comme on dit, et imposer un peu ses règles. Je pense que la donne a un petit peu changé là-dessus. Adam Silver est bien représentatif de ça. D'ailleurs, on le sent qu'il est beaucoup plus quand même dans le dialogue et dans le consensus et à chercher comment dire, l'assentiment des joueurs dans les prises de décision de la NBA. Mais oui, c'est clair. Et je pense que ta langue a dû fourcher, tu disais 84, c'est plutôt 94, je pense, la baston dont tu parlais, Oui, où on c'est ça, voyait David Stern. 94. Ouais, C'est ça, ouais, c'est ça. Et en plus, il était avec son épouse dans le public, juste c'est ça. devant l'endroit où les deux équipes se mettaient dessus. Et c'est clair que c'est à partir de ce moment-là que les règles ont commencé à être durcies, contre, je veux dire, les règles de la NBA contre justement les exactions. Mhm. Le début du hand-checking, cette fameuse règle qui permettait, vous savez, au défenseur de garder son avant-bras ou sa main posée sur le porteur de balle. C'est à partir de là aussi que, voilà, elle s'est dit, bon, il y en a marre des matchs à 80, 90 points, on veut qu'il y ait des points, on veut qu'il y ait du spectacle, donc on va adapter les règles de manière à rendre le jeu encore plus spectaculaire. Tout ça, effectivement, ça prend naissance à ce moment-là. Voilà, bon, pour mon premier choix de Game Changer, je pense qu'on pourrait faire une émission entière sur l'héritage de David Stern qui est colossal. Toi, un Game Changer pour toi, Théo, ce serait quoi? Ouais, alors moi j'ai choisi de remonter un peu plus en arrière. Alors je sais que ça va faire un peu coup de promo, mais c'est pas uniquement ça. C'est dans le dernier le MOOC spécial Boston, celui qui est toujours disponible. D'ailleurs le dernier numéro qu'on a pu faire, on a fait un papier enfin moi j'ai trouvé vraiment intéressant sur Bill Russell. Alors souvent quand on parle de Bill Russell, effectivement on parle de son impact sociétal, ses combats sociaux, aussi le fait que ça a été un défenseur incroyable, que c'est lui qui a gagné le plus de titres en tant que joueur
joueur de toute l'histoire. Mais nous, on a eu le sentiment aussi qu'il y avait un aspect finalement qui était un petit peu souvent, un petit peu, qui passait un peu sous, comment dire, à la trappe. C'était l'aspect révolutionnaire qu'il a été par sa défense et pas simplement parce que Boston a pu monter son niveau défensif et encaisser moins de points, mais parce que sa défense était la clé de voûte finalement de l'attaque des Celtics et que c'est contre, tu sais, il y a toujours cette image dont Georges dit, enfin a parlé à plusieurs reprises, quand Russell partait au contre, il se contentait pas de rebalancer le ballon dans les tribunes, il essayait de le contrôler, de le garder en jeu, de manière à ce que son équipe puisse s'en servir tout de suite. Et ça a permis aux Celtics de développer un jeu rapide qui a vraiment été dévastateur pendant plus d'une décennie en NBA. Et je pense que voilà, finalement, sous ces aspects, tu sais, de joueur uniquement défensif, on en oublie qu'il a pu permettre à Boston de lancer une espèce de révolution du jeu dans justement le jeu de relance, le jeu d'attaque. Et c'était ce qui était intéressant quand on parlait avec nos intervenants dans SMOOC, c'est que quand on parlait de la culture du jeu à Boston, ils nous expliquaient que la culture du jeu à Boston venait vraiment des Celtics et remontait vraiment à l'époque de Red Auerbach. Alors que tu sais, quand on parle de culture du jeu à New York, on parle surtout des playgrounds, de ce qui se passe dehors. Ils nous expliquaient que voilà, qu'à Boston, c'était l'inverse finalement. C'était le jeu des Celtics qui avait tellement influencé la culture locale que même si tu allais jouer sur un terrain dehors, et que tu gardais la balle ou que tu lâchais pas la balle au mec qui était démarqué tout de suite et que tu driblais sur place, tu pouvais te faire insulter, menacer même. Il y a des phrases assez marrantes de notre intervenant Dart Adams là, qui raconte que des mecs ont failli se faire casser la gueule parce qu'ils gardaient la balle à dribbler sur place pendant des heures. Bref, voilà. Donc du coup, c'était à Bill Russell que j'ai pensé, ouais. Et un autre personnage, game changer dont on parle dans Smook aussi, moi j'ai découvert parce que quand on parle de Boston, on pense à Bill Russell, Larry Bird et John Havlicek souvent, mais Bob Cousy, Ouais. qui lui a changé le jeu et a rendu le jeu spectaculaire. Malgré un physique totalement banal, mais le côté spectaculaire du jeu a beaucoup été amené par Bob Cousy. Et tu parlais des comptes de Russell qui amenaient les contre-attaques et le jeu rapide. Cousy était évidemment un des premiers à le faire. Euh, un autre game changer pour moi, à un certain niveau, alors ce serait facile de dire Dr. J, Jordan qui ont amené le jeu dans les airs, etc. Euh, un joueur que tu adores, Allen Iverson, pour Ah moi, bah j'avais. je vais te laisser en Non, parler. non, vas-y, Moi, ça Pierre. va être surtout être. On a parlé des Européens souvent qui avaient ouvert le jeu et qui avaient rendu le jeu possible pour plein de joueurs. Si tu parles à des Tony Parker, etc., ils te parleront peut-être pas d'autres joueurs que d'Allen Iverson qui ont permis à un meneur d'être scoreur malgré une petite taille. Même des joueurs, et ça c'était nouveau, de plus grande taille, un type comme Dwayne Wade par exemple, son idole, ça a toujours été Iverson. C'est lui qui l'a amené avec lui l'autre jour sur scène pour la présentation au Hall of Fame. Et puis c'était un swag, c'était on parlait de David Stern, il s'en est arraché les cheveux qui devaient lui rester sur la tête, le pauvre, en le voyant arriver avec ses locks, avec des shorts qui touchaient par terre, avec des maillots enfin voilà, ce qui était interdit de porter même parfois il portait son propre maillot pour arriver avec des chaînes en or partout, le côté purement hip-hop de la chose. Et Allen Iverson, même si la culture hip-hop était déjà là dans la ligue à cette époque-là, il a fait rentrer le hip-hop dans la NBA de manière pérenne et de manière définitive. Ouais, bah, c'est clair. Moi, tu vois, honnêtement, quand on parlait du sujet, c'est vraiment le premier nom qui m'est venu en tête tout de suite. A fortiori pour des gens de notre génération, comme tu l'as dit, il représentait d'une part, il représentait la culture hip-hop dans les gens qui sont issus de cette culture, de cette génération au plus haut niveau professionnel. Et puis, ce qui a toujours fasciné avec lui, c'était son côté sans compromis, quoi. Il a jamais voulu s'adapter, même quand il y a eu le dress code, il restait avec comment dire, son flow à lui. Et aussi, ce qui était important, je pense, pour une certaine génération de basketteurs, moi, par exemple, moi j'ai appris à jouer en club, bien sûr, mais tout autant dans la rue. Et souvent, quand on était gamin, on sentait de la part des entraîneurs de club ou parfois même dans certaines équipes ou dans certains endroits que tu étais mal vu si tu étais un joueur de street, qu'il y avait toujours cette espèce de confrontation de soit t'es l'un, soit t'es l'autre, alors que tu peux être les deux, quoi. Et c'est pour ça que Iverson, avec son crossover complètement fou, son jeu haut en couleur et en même temps
qui jouait au plus haut niveau, il a été hyper important pour toute une génération de gens, un peu de la même manière que, en tout cas en Ile-de-France, tu vois, un mec comme Mustapha Sonko fait partie des icônes qui sont indétrônables, parce que pour nous, c'était ça aussi, c'était un joueur de banlieue qui jouait dehors et qui a pu se hisser au plus haut niveau français, européen, même mondial. Je pense que, voilà, on va pas revenir dessus, mais si Mustapha Sonko avait 19 ans aujourd'hui, toutes les mock drafts seraient sur lui, C'est certain. les GM sont en train de se saigner pour essayer de le choper. Donc ouais, Iverson, game changer indiscutable. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir, tu vois, même comment aux États-Unis, même si fait partie de cette catégorie de joueurs qui n'ont jamais gagné, il fait partie Bien sûr. des icônes, des monstres sacrés, et des champions. Pour moi, c'est un mec qui a un cœur de champion, et ça, on pourra clairement jamais lui retirer ça, quoi. Et puis c'est surtout un joueur qui a mis Reebok un petit peu sur le devant de la scène. Alors il y avait Shaq qui était chez Reebok, mais surtout la chaussure d'Iverson, la fameuse Question, se vend encore, est toujours rééditée. Et ça m'amène donc sur mon game changer à moi sur un autre niveau. Voilà. Je te la montre. Ah oui. On parle de game changer. Alors, quand on Ah parle oui. d'Air Jordan, on parle toujours de la une. Hein, tout Mm. le monde dit. D'ailleurs, on vous conseille d'aller voir le super film de Ben Affleck et Matt Damon sur le making of un petit peu de la Air Jordan, les coulisses de la première Air Jordan à l'époque de Phil Knight chez Nike et l'arrivée de Jordan, la signature de son contrat chez Nike. Mais voilà, à bien des égards, pour moi, je tiens dans ma main la plus grande sneaker de tous les temps, qui est la Air Jordan 3. Pourquoi? Je vous l'explique brièvement. On a fait un article sur Tinker Hatfield je crois que c'était dans le More Than a Baller, dans le MOOC More Than a Baller. Euh, En 87, Jordan sort de sa blessure au pied, avait fait une saison un petit peu blanche l'année précédente. La Air Jordan 2 était très chère, elle avait été fabriquée après le succès de la une. Jordan voulait quelque chose de très luxueux, fabriqué en Italie. Bon, elle ne trouve pas forcément son public, le logo, le swoosh est enlevé, donc c'était un peu une hérésie à ce moment-là. Jordan dit carrément, moi, j'ai signé 2 ans, enfin voilà, je vais partir. Donc Nike est en panique, voit arriver Jordan qui n'a pas envie de venir, fait la tête de con comme la dernière fois, il va avec 4 heures de retard. Et projet un petit peu de sauvetage de la maison Nike, parce qu'on savait que s'il partait, ça pouvait faire couler la boîte. Un jeune designer qui s'appelle Tinker Hatfield, qui a travaillé sur le projet Air Max, on lui colle ça, on lui colle le bébé, on lui dit sauve la boîte. Carrément ça, sauve la boîte. Pas de pression du tout, Max, hein. c'est sympa, aucune pression. C'est ça. T'as 3 semaines. Voilà, donc on a ce modèle-là qui est dévoilé à Jordan, qui le voit et qui hallucine complètement en le voyant. En plus, on lui propose toute une gamme de sapes qui va avec. Euh, c'est la première avec la bulle d'air. Voilà, c'est la première avec le logo Nike Air derrière. C'est surtout l'apparition de ce logo qui est certainement un des logos les plus reconnaissables actuellement, hein, dans le monde entier. Hein. Pas une journée sans qu'on croise ce logo. Là, on passe sur une chaussure mid. Hein, on n'est plus du tout sur les chaussures qui sont très hautes. Donc, c'est assez révolutionnaire à ce niveau-là. On a ce fameux Elephant Print qui est là et il permet à faire à Jordan une de ses pratiquement plus belle saison en matière tu m'arrêteras si je me trompe, de 87-88 en termes individuels, hein, où il est MVP, meilleur défenseur, il gagne le Meilleur Slam Dunk scoreur, Contest. MVP du All-Star Game, il Il a cette remporte le Dunk chaussure, Contest. voilà. Ouais. Il a cette chaussure lors du Dunk Contest ou cette fameuse image où on le voit de profil avec la main où il tient le ballon et il est là. Donc voilà, à bien des égards, cette chaussure a changé le game de la sneaker puisque la lignée Air Jordan est partie à ce moment-là. Et surtout, à titre, on le voit derrière nous, c'est à ce moment-là que les pubs avec Spike Lee sont arrivés et où la Jordan est devenue plus que cool. Elle est devenue un élément culturel dans la culture afro-américaine et dans la culture hip-hop, bien sûr. Donc voilà, game changer pour moi, la Jordan 3. Vous pouvez m'insulter tout ce que vous voulez dans les commentaires. C'est la plus grande chaussure de tous les temps et je m'y tiendrai, même si on va en parler d'une autre tout à l'heure. Eh ben écoute, moi, j'ai choisi aussi quelque chose de la même période. Tu disais, c'est 88, c'est ça, cette Ouais, Jordan 1? c'est la saison 87-88. Ok, eh ben écoute, c'est la même année en fait, et pour moi, alors, c'est un game changer, mais dans un tout autre registre. J'ai envie de parler de musique, et moi, j'ai sorti, voilà, premier album de Eric B. et Rakim,
Paid in Full, sorti en 88 au sein d'une génération incroyable Message d'origine, fais-moi rêver. Non, 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 c'est pas le pressage d'origine, c'est une réédition, moi j'ai pas de fétichisme forcément sur les pressages, sur les pressages, mais effectivement, pour moi, Rakim, c'est le game changer ultime dans le rap. C'est Bien vraiment, sûr. il y a un avant et un après. C'est celui qui a fait passer, voilà, qui a vraiment fait passer un cap, je pense, au rap et au lyrisme, ce qu'on appelle le lyricisme, en, en faisant de sa voix un instrument, en étant dans un type d'écriture qui joue encore plus avec les cadences, avec les sons, en complexifiant à la fois le flow et aussi les métaphores, en sortant un petit peu, tu sais, jusque-là, je trouve que le rap était finalement très premier degré, quelque part. Les mecs racontaient des histoires, ils parlaient de ce qui se passait, ou alors c'était simplement de se la raconter un petit peu ce qui est la base du rap. Et avec Rakim, on passe vraiment à un autre niveau où finalement, il n'y a plus de limite en fait. Ta seule limite, c'est ton imagination. Et jusqu'à aujourd'hui, finalement, les évolutions techniques, il y en a eu énormément après Rakim, mais finalement, pour moi, tu peux remettre un disque de Rakim de 88 et ça toujours, voilà, le charisme est toujours là, la voix est folle, la présence, voilà, pour moi, c'est vraiment le. Ouais, je serais même prêt à dire sans doute le plus grand game changer, en tout cas au micro pour du côté du rap et du hip-hop. Alors, on va parler du rap en général, et je sais que cet album avait été cité par des gens qu'on connaît bien dans Time sur Marseille, évidemment, qui est pour moi un game changer également. On part le 18 mars 1997. Mon cher Théo sort en France Ah, l'école du micro d'argent que vous avez reconnu. Alors, tu as vu que tu faisais le malin avec truc. Moi, il est signé et de tout le signé, monde. ouais. Et je te le sors même pas en relique. Donc, Ouais. je suis sympa. C'est de dire la J'y vais confiance doucement. du gars, quoi. L'école du micro d'argent, pourquoi? Parce que ça marque un changement également dans le rap français. On est sur un imaginaire qui dépasse le clivage qu'on pouvait entendre d'NTM, Assassin, où on parlait de la société, où on parlait de choses. C'est beaucoup plus poétique. Alors bien sûr, on parle de la société dans Petit Frère, on parle de la société dans Né sous la même étoile, on parle de la société dans Demain c'est loin, qui est peut-être le plus grand track de rap français de l'histoire. Mais ça, je vous laisse en discuter. Ça, par contre, je suis moins catégorique que sur la Air Jordan 3. Mais la manière de travailler le son. Il y avait une première démo qui avait été faite par les producteurs à l'époque d'Ombre et Lumière, de la planète Mars, etc. J'ai eu la chance d'entendre certains morceaux des démos du micro d'argent, et finalement ils décident de partir l'enregistrer aux États-Unis avec Prince Charles Alexander, parce qu'ils voulaient ce son-là, ils voulaient le son quinri, le son surtout new-yorkais qu'ils aimaient tant. Et et donc ce disque-là est révolutionnaire à bien des égards. Et à quel moment on se retrouve sur un disque? Déjà, quand tu voyais l'arrivée du Wu-Tang sur un disque, ça paraissait fou qu'en France on puisse avoir le Wu-Tang. Et ce disque est pour moi totalement intemporel dans l'imaginaire. D'ailleurs, ils continuent à faire des tournées. Enfin, quand ils ont fait encore la tournée des 25 ans du micro d'argent, ils sont full au Canada, par exemple, dans le monde entier, parce que les gens veulent entendre ça. Et surtout, c'est un disque qui n'a pas pris une ride dans le propos et surtout dans le son. Et c'est pour ça que je disais que c'était un game changer. Certes, il y a beaucoup d'albums authentiques, le premier album d'NTM, etc., qui sont une pierre angulaire du mouvement hip-hop en France. Mais je trouve que ça, c'est encore pire, parce que c'est ce qu'on cherche, nous, souvent, même dans Rivers, dans le MOOC, c'est le côté intemporel de la chose. Et c'est rare d'avoir des albums de rap qui sont totalement intemporels. Le Paid in Full que tu nous as montré, c'est le cas. Et je trouvais qu'en France, l'école du micro d'argent pouvait être aussi le cas. Ouais, bah c'est vraiment intéressant que tu l'aies sorti juste après parce qu'effectivement, Akhenaton a été un de ceux qui a toujours reconnu et mis en avant l'importance de Évidemment. Rakim Bien et quelle sûr. importance ça avait eu pour lui. D'ailleurs, je vous invite les auditeurs à aller réécouter sur le tout premier album d'IAM. Il y a un morceau solo d'Akhenaton qui rappe en anglais et c'est assez marrant avec le décalage parce que tu vois effectivement que c'est calqué quasiment, pas à l'identique, mais tu sens t'as l'impression d'entendre une espèce de version.
enfin de Rakim avec l'accent marseillais quelque part, tu vois, dans sa façon C'est ça. dans sa façon de rapper, tu vois vraiment le lignage, quoi. C'est ça. Et tu parlais d'Hangtime tout à l'heure, je vous engage, on vous partagera le lien du podcast où on avait reçu pendant 2 heures IAM, on leur avait préparé une émission, on avait été le seul média avec qui il parle 2 heures, il y avait toute l'équipe qui était là, on leur avait fait pas mal de surprises, on avait eu Prince Charles Alexander en direct avec nous, et justement, on parlait de la mise en place de cet album au niveau technique, et avec tout ce que ça pouvait engendrer de difficultés. Donc, tu sais qu'Akhenaton et Shuriken parlent allègrement beaucoup et bien. Et donc, on vous partagera ça pour aller écouter cette interview. Ouais, 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 carrément. Et ben écoute, moi je vais rester du côté des États-Unis pour un autre game changer. Alors là, c'est pas un artiste, c'est pas un basketteur, c'est une revue. En fait, c'est le magazine Slam. Ah Voilà ouais, bien que vu. forcément vous connaissez. Je vous montre quelques-uns. Il est beau celui-là en plus, hein. Ouais, celui-là très chouette. J'en ai. Alors, ça va paraître sacrilège, mais j'ai été abonné pendant de longues années, donc j'en avais énormément, énormément. Et malheureusement, bah, au fil des Free déménagements Ron Artest. ouais, j'adore cette cover, elle est incroyable. Voilà, Free Ron Artest quand il était suspendu au Mais fil en des. plus, il a une tête, Ron Artest sur cette photo, il est incroyable parce que c'est quand même le joueur avec la tête la plus funky de l'histoire. On dirait qu'il sort tout droit d'un film de Blaxploitation en permanence, Ron Artest. C'est clair, non, mais c'est clair. Et du coup, voilà, bah, au fil du temps, bah, j'en ai donné beaucoup, j'en ai même, j'ai dû me, voilà, il m'en reste aujourd'hui très peu. Mais pour moi, en fait, Slam, ça a été une claque monstrueuse quand j'ai découvert cette publication. Je vais lui rendre hommage. C'est un de mes meilleurs potes, là, Olivier Richomme, voilà, mon grand copain de basket de la fac, qui lui avait été passé une année entière à Sacramento aux États-Unis. Il était revenu et c'est lui qui nous avait montré cette revue que je connaissais pas du tout. Et on parlait de hip-hop. Pour moi, il y a une connexion parce qu'en fait, pour moi, j'avais aucune idée qu'on pouvait faire du journalisme sportif comme ça, en fait, avec des références culturelles tout le temps. Il y avait des références aux films, des références à la musique, dans les titres. C'était frais. Il y avait un travail d'écriture qui ressemblait à rien de ce que moi j'avais connu en France dans le journalisme sportif. C'est pas pour dire que la presse sportive était pas de qualité, mais il y avait un côté pour moi très, tu sais, cadré, très classique. Et pour moi, ça a été une claque monumentale. D'ailleurs, il y avait un journaliste qui s'appelle Scoop Jackson, qui était une des meilleures plumes de slam, que j'ai eu la chance d'interviewer pour notre numéro 7 spécial Chicago, parce que c'est un mec de Chicago. Et pour moi, c'était un plaisir énorme de pouvoir parler avec ce gars-là qui m'a ouais, vraiment influencé dans mon travail de journaliste. On se connaissait pas à l'époque, mais avec mes autres collègues, Julien De Schuitner notamment, l'autre co-rédacteur en chef de Rivers et Basket Session, je sais que pour lui aussi, ça avait été une espèce de révélation. Et quand Rivers s'est monté, c'était un petit peu ça l'idée aussi, c'était alors dépoussiérer, c'est sans doute un peu grandiloquent de dire ça, mais on avait envie d'apporter quelque chose de neuf finalement dans la manière de traiter le sport et de pas être simplement dans le récap ou l'analyse brute des faits sportifs, mais de prendre tout ça dans voilà, de prendre un peu de recul et de recontextualiser ça d'un point de vue culturel. Donc pour moi, ouais, Slam, ça a été un énorme game changer dans la presse. Alors, je suis parfaitement d'accord avec toi, surtout contrairement à Sports Illustrated qui est très lisse et beaucoup plus large, le Slam alors il y a aussi beaucoup de choses avec les sneakers, hein, puisqu'il y a Slam Kicks qui est sorti après, mais Ross Ouais. Bankston, un des fondateurs de Slam, évidemment, était très lié avec ça, mais il y a un lien en permanence avec le reste qui gravite autour de la culture basket dans Slam, et il y a une vraie fonction d'éducation qui est en permanence dans ce magazine, qui est encore aujourd'hui très vivace, mais aussi parce qu'ils ont gardé pendant très longtemps la même ossature. Et pour ça, c'est bien. Alors, avant de te reparler de musique, moi, je vais parler de game changer en matière d'image. Euh, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience beaucoup plus tard, parce que moi, ça a jamais été mon truc et que je les ai pas visionnés sur le coup, mais il y a eu pas mal de documentaires qui ont été faits, dont 2 récemment. C'est la manière dont la vision du basket et du basket de rue a changé pour les gens avec des mixtapes N1. Voilà. Ouais. La manière dont le basket a été vu comme un spectacle pour beaucoup de gens, parce qu'il y a des tournées N1 qui étaient un petit peu celles des Harlem Globetrotters.
tout était cool chez N1. Évidemment, la bande-son, le hip-hop qui était derrière, les moves que tout le monde essayait de refaire, la sap qui était là, la chaussure, la tai chi qu'aujourd'hui encore on aimerait avoir. Donc, curieusement, même si on n'a pas été touché par N1 au niveau du sport, parce qu'on pouvait dire c'est pas du basket, c'est pas comme ça qu'on veut jouer, c'est pas la manière de faire du basket, etc. Je pense qu'il y a un paquet d'entraîneurs qui ont dû se tirer les cheveux. Je pense que les vrais plaies d'Égypte pour les coachs de jeunes, ça a dû être N1 et Stephen Curry, à mon avis. Mais Je confirme. ouais, Je confirme. je pense que c'est vraiment un game changer à ce niveau-là où je pense qu'avant N1, alors j'ai pas eu la chance d'aller voir des matchs de basket, mais le basket là se joue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, tu vas jouer sur un playground, tu as des gars qui arrivent avec des enceintes qui mettent du son à fond, et quand tu vas dans des salles NBA, tu as du hip-hop à tout berzingue, mais ça, je pense que ça vient de cet héritage-là, tu me diras ce que tu en penses, plus les Skip to My Lou, tous les personnages des professeurs, etc., qui étaient comme des super-héros et qui sont encore aujourd'hui, une sorte d'Avengers avant l'heure. Donc N1, pour moi, vrai game changer. Ouais, c'est clair. Je te rejoins en fait surtout, et puis je reviens un petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure au sujet d'Allen Iverson. C'est vrai que pour nous, c'était un petit peu mettre en image ce qu'on avait pu connaître sur les terrains à côté de chez nous, et puis le mettre en image et en son, comme tu dis, parce que les premières mixtapes, c'est vraiment des mixtapes. Il y a les meilleurs sons du moment, c'est mixé comme une mixtape audio finalement avec des images. La Taichi, c'est marrant parce que j'ai pas voulu t'interrompre, mais elle a réussi le grand écart ultime. C'est-à-dire que c'était à la fois la chaussure préférée de Ben Wallace et de Laurent Sierra. Donc si vous arrivez à faire un grand écart plus grand que celui-ci, bon courage, c'est vraiment fou. Tu as l'impression d'avoir le croisement entre un Rottweiler et un Chihuahua, tu vois. C'est ça, et puis deux écoles tellement différentes. Bref, c'est pour l'anecdote, c'est assez marrant, mais oui, en fait, alors moi au début, comme beaucoup, hein, j'étais assez fan des premières mixtapes qui nous arrivaient, on se les matait à plusieurs, on regardait les moves, c'était fou. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était quand même vraiment du basket, quoi. Et il y a eu un moment quand même, je pense qu'il faut le dire, où ça a un peu vrillé, où il y a eu un focus qui a été tellement mis sur les moves qu'on en oubliait que les moves devaient servir à aller au panier, ou même qu'il y avait quand même des règles. Donc tu allais sur les terrains, effectivement, tu voyais des mecs qui se faisaient passer le ballon au-dessus du dos ou des trucs comme ça, ou qui faisaient des reprises de dribble qui n'avaient pas de sens. Tu te dis non, mais on est venu jouer au basket, place un cross si tu veux, fais ton move, mais le but c'est d'aller marquer ou d'aider ton équipe. Donc à un moment il y a eu un glissement quand même, mais en tout cas les premières mixtapes N1 du début là c'était un phénomène. Ils ont effectivement les tournées dont tu parles sont même venues en Europe. Moi j'avais eu l'occasion de faire une interview de Half Man Half Amazing et du professeur là quand ils étaient venus à Paris. C'était assez marrant, tu voyais les mecs tu sentais que même eux, ils étaient complètement dépassés par le phénomène. Complètement. Après, finalement, ils ont été rattrapés par l'histoire de thunes, évidemment, et de jalousie au sein de l'équipe. Mais voilà, avec une pensée particulière, Skip to My Lou, qui a été le seul, dis-moi si je me trompe, de la bande à avoir fait une carrière professionnelle en NBA. Bien sûr, ouais, Rafer Alston, effectivement, là c'est qu'au début, effectivement, c'était vraiment alors, je vais mettre plein de guillemets, mais des vrais joueurs de basket qui se trouvaient, qui en plus avaient du flair, avaient du flow. Après, il y a eu un petit shift où finalement, sur la fin, tu te demandais si on se rapprochait pas plus des Harlem Globetrotters parfois oui, même parce si qu'en les face, ça Harlem dépend. Globetrotters du début étaient des grands joueurs aussi, mais Parce il y qu'en avait un face, peu ça plus. dépendait pas et ça Ouais, voilà. ça laissait le spectacle venir à eux. Voilà. C'est ça, on aurait dit le rookie game un petit peu à la fin, tu vois, c'était un petit peu ça, quoi. Ou le All-Star Game, tu peux le dire aujourd'hui tout court. C'est ça. C'est ça. Allez, moi, je vais partir sur un autre game changer aussi de l'image. Alors, pour le coup, c'est peut-être purement personnel, mais moi, j'aimais pas du tout les séries. J'étais pas série. Alors, il y a longtemps, hein, attention, hein, les plus jeunes, je vais vous ramener en arrière. Mais moi, c'est la série Les Sopranos. Voilà, ça a été la première série vraiment dans laquelle je suis tombé, où je me suis pris une claque, où j'ai le sentiment de finalement de pas être dans un sitcom, mais d'être dans une espèce de film, sauf que c'est un film qui dure, je sais même plus, 6 ou 7 saisons avec des épisodes d'une heure à chaque fois, où tu as une intrigue, vraiment, on va au fond des personnages, il y a des renversements de situation assez fous. Moi, c'est à partir de ce moment-là vraiment que j'ai commencé à kiffer les séries. Dans la foulée, il y en a eu d'autres qui m'ont énormément marqué, hein, notamment The Wire. Là, je pense que The Wire
Wire et Les Sopranos, c'est probablement les deux séries que j'ai préférées. Mais pour moi, on est sorti un petit peu, voilà, de l'aspect sitcom ou de l'aspect où bah, tu peux prendre un épisode n'importe quand et puis c'est pas grave, tu vas comprendre qui sont les personnages, les C'est situations ça. et finalement l'intrigue, enfin l'histoire de fond est pas si importante. Voilà, pour moi en tout cas, Les Sopranos ça a été un déclic. Il y a certainement eu d'autres séries qui faisaient déjà ça avant, mais enfin pour moi ça a été le game changer. Ouais, il y en a beaucoup, hein, des séries. C'est justement pour ça qu'on vous dit que des game changers, des émissions game changers, on se fera plusieurs sessions parce que bah, il y en a tant et plus, hein, vous vous en doutez. Donc série, c'est Seinfeld qui m'avait complètement retourné à ce niveau-là, retourné par l'intelligence de l'écriture et le fait de voir qu'on pouvait faire 10 ans sur rien. Voilà. En partant de rien et sur rien, c'est-à-dire sans aborder un thème important, euh, je sais pas, essayer de donner pas des leçons, mais des clés à la jeunesse sur certains points, comme pouvait le faire bah, le Fresh Prince de Bel-Air ou comme pouvait. Voilà. Là, ça a ouvert, je trouve, la voie aux États-Unis. En plus, c'est de l'humour très new-yorkais, mais on en reparlera. Bref, en tout cas, voilà pour nos Game Changers, Théo, de cette première édition, justement, par thème. On fera plusieurs thèmes comme ça, où on y reviendra parce qu'il y a tellement de choses à dire en permanence. Et on va passer maintenant à nos petites rubriques traditionnelles et à savoir quel a été, toi, Théo, ton coup de cœur de la semaine. Alors moi, mon coup de cœur cette semaine, Pierre, c'est un livre. C'est un livre de Yann Onona sur le phénomène Victor Wembanyama. Voilà, un livre qui vient de sortir aux éditions Solar. Que je vous en dise un petit peu sur Yann Onona. C'est bien sûr un journaliste de l'équipe, mais c'est aussi un journaliste qui a travaillé, enfin qui a écrit dans des anciens numéros de Rivers. Il était au début de l'aventure ou pas loin. Et voilà, le but de ce livre, en fait, alors c'est de finalement, Yann a repris tout un tas d'articles qu'il avait pu écrire au fur et à mesure des années et de la montée en puissance de Yann Onona dans l'équipe, de Victor Wembanyama dans l'équipe. Il a agrémenté tout ça de nouveaux articles aussi pour compléter, donner un petit peu une idée du phénomène. Il y a des interviews avec ses proches, avec ses agents, avec Victor en lui-même. Il y a des analyses sur différents aspects de son jeu. Et ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est la maquette, voilà, que j'ai trouvé magnifique. Vous savez que si, voilà, dans Rivers, on porte un intérêt tout particulier à la maquette et aux illustrations, là, c'est vraiment du très beau travail à nouveau signé donc dans ce livre. Voilà. Je vous invite à y jeter un œil. Moi, j'ai pas encore, pour être tout à fait honnête, j'ai pas encore fini de le lire. J'ai commencé à picorer un petit peu par-ci par-là. Mais voilà, Yann, c'est vraiment une très belle plume du basket. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Ça s'appelle donc Wembanyama. Je veux juste être moi aux éditions Solar. Eh ben, quand on voit l'épaisseur du livre, on se dit que c'est déjà, alors qu'on attend tout et qu'il n'a même pas commencé, ça donne une idée du bonhomme. Tout à l'heure, je te parlais, moi, mon coup de cœur, je te parlais du 18 mars tout à l'heure. C'est une date où l'école du micro d'argent est sortie, mais c'est aussi la date, c'est l'anniversaire de Queen Latifah. Et je suis tombé sur un merveilleux documentaire sur Netflix qui s'appelle Ladies First, hein. C'est un des tracks emblématiques de Queen Latifah, Absolument. qui est une mini-série de quelques épisodes sur les femmes du hip-hop et le rôle des femmes dans le hip-hop américain. Et c'est très poussé parce que ça part des pionnières jusqu'aux novatrices, jusqu'aux dernières. Donc tout est mêlé. Il n'y a pas un épisode comme ils font souvent, période par période. Donc, tu as des invités dans tous les sens. Ça peut passer de Rhapsody à Sawiti, à Roxane Chanté, MC Light, Queen L, évidemment. Sharrock aussi pour les plus connaisseurs. La légende, Euh, ouais. ouais, exactement. Et au-delà des simples performances, c'est surtout l'accent est mis sur la contribution à la culture qu'ont amené la culture hip-hop, qu'ont amené les femmes, qui sont aujourd'hui des personnages incontournables de cette culture-là. Voilà, on connaît les difficultés pour les femmes d'exister dans le hip-hop, et pourtant on se rend compte que l'héritage, ne serait-ce qu'un personnage comme Missy Elliott, dans la culture visuelle du hip-hop, dans la manière dont ont été faits les clips, dans la manière dont la mode est rentrée dans le hip-hop également, à ce niveau-là. Et étonnant, c'est vachement bien fait. On apprend plein de choses, mais énormément de choses. C'est-à-dire toutes les 2 minutes, on apprend un nouveau truc. Des images d'archives étonnants. On voit des nanas avec des wawa, mais
comme ça, c'est à mourir de rire, qui éteignent des gars en 2 secondes, notamment Roxane Chanté, mais c'est tellement drôle. Donc voilà, c'est drôle, c'est bien fait, c'est plein d'amour, c'est génial et c'est super bien produit. Sur Netflix, ça s'appelle Ladies First, c'est mon coup de cœur de la semaine, Théo. Et bah super, et du coup j'en profite si la thématique vous intéresse, il y a un livre vraiment chouette qui porte le même titre, Ladies First, Exactement, exactement. aux éditions Le Mot et le Reste, livre de Sylvain Berthaud qui est vraiment très intéressant aussi sur tout ça, toutes ces pionnières et ces rappeuses et ces musiciennes qui ont fait avancer le mouvement. C'est ça, c'est exactement ça. Superbe, du coup on va passer au coup de gueule de la semaine. Alors cette semaine c'est à toi de t'y coller. Pierre, qu'est-ce qui t'a rendu gueulard cette semaine? Alors, ce qui m'a rendu gueulin, c'est tu parlais la semaine dernière d'ESPN, hein, il me semble, Ouais, ouais, pour la fin de la collaboration Jeff Van avec Jeff Van Gundy, Gundy. je suis toujours vénère, toujours. Je suis prêt à me Voilà. battre toujours, hein. Dis-le aux gens de ESPN, on peut régler ça à la street. Moi, c'est les réseaux sociaux de ces grands groupes de sport US. Il y en avait un pourtant qui fait du bon travail de ça, c'est Bleacher Report, notamment avec la journaliste Taylor Hooks qui fait des super interviews de joueurs qui se livrent de manière différente quand il parle à une femme, justement. Et c'est toujours intéressant de voir Taylor Hooks faire ces choses-là. ESPN également. Et les réseaux sociaux en ce moment, je crois que si je vois encore marqué Travis Kelce, Taylor Swift, je vais mourir. C'est-à-dire que depuis une semaine, le sport n'existe plus aux États-Unis et on ne voit que des images. Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Travis Kelce est une superstar de la NFL, joueur des Kansas City Chiefs, qui est le binôme avec Patrick Mahomes, le Titan des Chiefs, et ben, il se trouve que sa nouvelle meuf, c'est Taylor Swift. Mais nous, on ne se rend pas compte en France combien Taylor Swift, c'est un délire aux États-Unis. C'est-à-dire que même Beyoncé, c'est une fourmi à côté, on a l'impression. Et en fait, donc ils sortent ensemble, et c'est-à-dire qu'on ne voit que ça. On est bouffé par ça, par cette histoire. Et je trouve que les réseaux sociaux, de la même manière, l'arrivée de Messi a été couverte comme si soudain, ils découvraient Messi. Je trouve que les réseaux sociaux US font du sensationnalisme en permanence sur des histoires comme ça. Là, maintenant, c'est James Harden en boîte de nuit. Et d'ailleurs, James Harden qui ressemble de plus en plus à Rick Ross, hein, je tiens à le dire. Oui, C'est il y en a incroyable. il y en a un qui perd du poids et l'autre qui en prend, donc à un moment ils vont se Ah, croiser, hein, de et toute à façon. un moment, il va y avoir une confusion générale. Mais voilà, donc les réseaux sociaux de sport US sont. Alors, il y en a plein à suivre, hein. Attention, hein, il y a plein de trucs super, les clutch points, etc. Il y a énormément qui sont à la fois drôles, décalés, mais qui parlent de sport. Mais voilà, le sensationnalisme, je trouve, la TMZ-ation du sport US sur les réseaux sociaux, en tout cas, voilà, ça m'agace. Ça m'agace. Ouais, non, je comprends, mais c'est vrai qu'effectivement, Taylor Swift sort manifestement, enfin visiblement, de ce que j'ai pu comprendre, une tournée monstrueuse aux Mais États-Unis où elle a incroyable. rempli arène sur arène Ça n'a aucun pendant sens. tout On se l'été. rend pas Voilà, compte, nous, en fait. exactement, ouais. Exactement. Donc, oui, voilà, forcément, en plus, là, c'est football season en plein effet, donc le buzz est forcément monstrueux, quoi. Et ce qui est le plus drôle, c'est que le frère de Kelsey, il a son frère qui joue à Philadelphie. Et dans la même équipe, il y a un de ses coéquipiers à Kelsey qui s'appelle Swift. Et là, pour le coup, c'était assez marrant parce qu'ils montraient une action où ils sont tous les deux et on voit ils disent la connexion Kelsey-Swift marche à tous les niveaux. Enfin bon, c'était assez marrant. Voilà. Donc, on n'a pas fini d'en parler et force à ce pauvre joueur voilà, est totalement phagocyté par la présence de sa belle. Et de la même manière, la semaine dernière, il y a eu un match au Parc des Princes. Et il y avait Thierry Henry et Teddy Riner qui discutaient. Et il y a eu un focus sur Selena Gomez qui était assis derrière eux. Mais heureusement, les gens quand même ont commenté, même aux États-Unis, en disant vous avez un des meilleurs buteurs de l'histoire et le plus grand judoka de l'histoire. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'influenceuse derrière? Mais voilà, ils ont fait. Il y avait 10 photos d'affilée de Selena Gomez. Ouais, ouais, bah On s'en tape. on, on va pas gagner ce combat-là, hein, Pierre, malheureusement, je te le dis tout de suite, hein, Je pense qu'il est perdu. Voilà. Mais on a bon espoir quand même d'y arriver et de renverser tout ça avec Théo. c'est ça, on reste optimiste. On va passer à la relique. Alors, est-ce que tu as fait le décompte là de. Est-ce qu'on a fait le décompte précis des votes de la Alors, semaine dernière? Théo, j'étais plus que confiant avec ma chemise de baseball des Bulls de 92 que j'ai survendue. Et tu m'as explosé avec ton Ah vinyle bon? signé par. Ouais, explosé avec ton vinyle signé par
par, Madlib. par, par Madlib sur Matt Villain. Euh, et d'ailleurs, génial, continuez à vous nous régaler dans les commentaires, vous mettez sur les vidéos en général. Et y en a un qui nous a mis il n'existe pas un monde où Matt Villain ne gagne pas. C'est Donc ça. tu as gagné, mais j'ai pris mon cigare, j'ai pris une batte de baseball, et comme dirait le philosophe, je l'ai pris personnellement. Je vais ramasser cette semaine, je le sens gros I comme une took it maison. personally. Donc c'est moi qui commence. Ouais, vas-y, vas-y, allez, vas-y. Alors j'ai pas amené le truc, mais je l'ai amené dans une boîte parce que c'est très fragile. Donc je le prends délicatement parce que les connaisseurs le sauront. Tu parlais de game changer. Moi, je t'amène Wow, 1995, acheté en décembre 1995 au Nike Town de Chicago. Voilà. incroyable. Jordan 11 OG Concorde. Je la manipule doucement parce qu'elle peut crumble à tout moment, tu vois. Ok. Voilà, donc évidemment à ne pas porter. Donc vous voyez, elle a jauni évidemment sous la semelle, mais aussi sur le mesh qui est sur l'avant. Mais voilà, le cuir, vous avez vu, lui, il a pas bougé, il est toujours aussi beau épais. C'est la version 23, bien sûr. Hein. Alors la toute première Jordan 11, elle était avec le 45. Ça, c'est pas la version OG, c'est la réédition qui est sortie récemment. Mais je disais game changer parce que c'est la première chaussure qui ne ressemblait pas vraiment à une chaussure de basket. Le journaliste Aman Rajad avait ouvert un match de playoff entre Chicago et Orlando sur cette chaussure en disant Michael Jordan est là, il porte le numéro 23 et il a une nouvelle chaussure. Elle est conçue par Tinker Hatfield, elle est encore portée par énormément de joueurs aujourd'hui, mais surtout, elle n'était pas censée sortir au moment où elle est sortie, elle devait sortir plus tard, mais voilà. Moi j'avais fait des pieds et des mains pour quand j'étais arrivé en 95 voir un match à Chicago et il en restait quelques-unes au Nike Town et voilà, et game changer parce que depuis les Jordan ne sortent plus en semaine à cause de cette chaussure. La Ah, c'est à première cause de cette édition chaussure-là? Ah avait oui. été un tel bordel parce que ça sortait le mercredi, je crois. Les gamins n'allaient plus à l'école pour pouvoir être devant au magasin. Donc, du coup, c'est pour ça que les Jordan sortent le samedi à cause de cette chaussure. Incroyable. Bah, c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait de la Questions, et moi, la Question de d'Iverson, et la Question et la 11 Low, c'est deux des meilleurs baskets, paires de chaussures avec lesquelles j'ai pu jouer au basket. Enfin, que j'ai trouvé les plus confortables personnellement pour jouer. J'adorais la 11 Low et la Question. Alors, si elle n'était pas si fragile, j'aurais fait un mic drop, hein, c'est-à-dire je sors ça, je fais Jordan 11 Concorde, OG, pam, ouh, et Oui, c'est et je me barre, quoi. Alors, j'attends de voir, là, je suis un peu fébrile, mais j'attends de voir ce que tu vas me sortir. Non, mais je vais pas boxer dans la même catégorie. Alors c'est un peu un petit peu un cheat. Alors parce qu'on parlait effectivement des game changers au début, notamment dans le basket. Moi, j'ai sorti un truc en rapport avec avec un vrai game changer quand même. Quand on parle des big men qui peuvent shooter aujourd'hui, l'origine c'est quand même ce mec-là, Dirk Nowitzki. C'est Clairement. même s'il y a eu d'autres grands joueurs avant lui, des big men qui pouvaient Attends, passer, il y a tirer. marqué quoi dessus, là? C'est ce que j'allais te dire justement parce que ça, c'est le Media Guide de Je me casse, j'en 2005-2006. ai marre. Et donc, il y a marqué tout Théo signé Dirk Nowitzki. J'ai eu la chance Incroyable. à l'époque de faire partie d'un voyage de presse où on était allé, notamment on était allé à Portland pour voir un petit peu toutes, comment dire, les installations Nike, voire même comment dire, je trouve pas le terme, leur laboratoire, la manière dont ils élaboraient les chaussures Le et fameux aussi Night Lab aujourd'hui, hein. exactement, c'était passionnant et on avait pu aller à Dallas assister à un match Dallas contre les Spurs et la troupe de journalistes avec laquelle j'étais, c'était vraiment top parce qu'on était plusieurs journalistes européens, il y avait des Français notamment Frédéric Lesmayou, le rédacteur en chef de Mondial Basket à qui je passe le bonjour, mais aussi des journalistes espagnols, italiens, serbes, etc. Et on avait pu faire une interview de Dirk Nowitzki tous ensemble, posée avec Dirk dans les installations des Mavs qui sont assez impressionnantes. Et à la fin, moi je m'y attendais pas du tout, mais t'avais dire qu'il nous dédicaçait un Media Média. Guide de l'année et ce qui était vraiment Belle année en plus. L'année ouais des ouais bah Montréal. oui oui très belles années effectivement des Mavs et dire que ce qui était assez fou c'était de voir la simplicité en fait de la superstar. Je sais que c'est souvent ce qu'on dit à son sujet, mais c'est pas du tout un cliché. Le mec est d'une simplicité, d'une confiance en lui, d'une Ce qu'on gentillesse dit souvent, ouais. remarquable.
On l'a vu avec Stephen Brun, il l'a rencontré il n'y a pas longtemps, son idole, et il a été d'une disponibilité absolue. C'était génial, ça faisait plaisir à voir. Pas mal quand même, hein, ça commence à m'énerver un peu. Bon, c'est à vous de décider qui a la relique de la semaine. Je vous la rends. Là, comme ça. Votez pour la bonne personne, parce que si vous allez, Pierre Armand va vous envoyer des brigades venues du fin fond de Marseille, là. Attends, méfiez-vous. Ouais, ouais, ils sont chauds en ce moment. Il y a deux, trois groupes de supporters. Je pense qu'ils iront bien. Je vais leur dire, ça te dirait d'aller péter des gars à Paris un peu? Je pense qu'ils vont venir encore. Bon, voilà pour ce troisième épisode de Hoop Culture. Théo, merci encore une fois. Avec C'était plaisir. plus qu'un plaisir. On se retrouve donc dimanche prochain, comme d'habitude. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. On vous présente nos coups de cœur, nos reliques en détail, en photo. Continuez à nous mettre des super commentaires. Continuez à nous donner de la force. C'est top. Et puis Théo, comme toujours sur la chaîne Basket Session, le CQFR, le podcast de la semaine. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. La saison va bientôt commencer. Donc voilà, on suit ça avec grande impatience. Merci Théo, à la semaine prochaine. À bientôt, Pierre. Ciao. Ciao.